Il va y avoir un mineur, qui d'ailleurs fera partie des personnages principaux de toute cette épopée, qui va prendre le leadership. Il s'agit de Mario Sepulveda. Il s'agit d'un homme de 40 ans, vif et énergique. Il parle toujours trop et très fort, un homme au caractère bien trempé qui n'a pas sa langue dans sa poche, un leader né. Il arbore exactement le contraire de l'attitude de Luis. Il donne de l'espoir aux autres et clame qu'ils vont s'en sortir, même si ses paroles sont plus chevaleresques et non basées sur des faits. Il commence à prendre des choses en main en zappant totalement l'autorité de Luis. Il s'est imposé un chef d'équipe qu'il n'était pas. Dans les mines au Chili, il faut savoir que l'autorité et la hiérarchie sont respectées. Les mineurs s'en remettent à leur chef attitré et suivent son commandement sans broncher. Sauf que là, évidemment, on est dans une situation qui est délicate. L'emprisonnement dans un endroit qui est tout sauf confortable, le danger de mort qui vous plane au-dessus de la tête, le sentiment d'urgence et de catastrophe. Bref, c'est une situation qui n'est pas ordinaire et donc les protocoles usuels ont du mal à survivre. Les premières opérations que Mario va mener vont consister à des explorations pour jauger géographiquement l'état de la mine. Visiter par-ci, par-là, voir quels sont les endroits affectés par l'effondrement et surtout trouver une potentielle voie qui mène vers l'extérieur. Naturellement, certains mineurs suivent la nouvelle direction de Mario qui semble réactive et pleine d'espoir. Mais certains mineurs ne vont pas reconnaître son autorité et décident de ne pas participer à ces opérations. Luis, qui est topographe de formation, a commencé de son côté à faire des cartes de la mine. Mario et ceux qui l'ont rejoint vont malheureusement vite se rendre compte qu'il n'y a aucune issue dégagée et qu'ils ne peuvent pas s'échapper par une voie interne de la mine. Leur seule et unique chance, c'est d'être secourus par l'extérieur. Donc, on va considérer cette phase comme une première crise de leadership. Luis clairement commence à perdre son leadership petit à petit et il est dépassé par les événements. Mario est un leader inné et est plus à l'aise dans une situation chaotique pour prendre le contrôle. Mario ne va cependant pas faire l'unanimité ou garder le monopole du leadership. Florencio Alvaros, qui est le second de Luis, est particulièrement très respecté et apprécié étant un homme réfléchi et posé. Certains vont plutôt le suivre. Il y avait également un groupe de mécaniciens qui étaient des consultants. Ils avaient leur propre chef qui s'appelait Juan Carlos Aguilar. Les mécaniciens obéissaient à Juan, qui n'était pas sous l'autorité de Luis, mais lui accordaient le respect en son titre de responsable. Ils le soutenaient notamment dans les crises de leadership pour appuyer le fait que Luis est le chef de l'équipe et que c'est à lui qu'il revient de diriger les opérations. Avec tous ces petits clans qui naissent, une anarchie totale s'installe insidieusement. Le premier jour, les mineurs avaient faim et ils étaient épuisés. Les choses ont vite dérapé avant de devenir hors de contrôle. Un groupe parmi eux a décidé de subvenir aux besoins de se nourrir de manière très primitive. Ils se sont rendus à la cantine du refuge où il y avait des réserves de nourriture mais en très petite quantité. Pour donner une idée, il y avait juste à peu près de quoi tenir pendant 3 jours maximum. Et puis ce n'était pas réellement de la nourriture très consistante, seulement des paquets de bonbons, des boîtes de conserve de thon et autres trucs du style. Malgré qu'on ait tenté de les décourager de se servir avant que les mineurs puissent d'abord mieux s'organiser, ils ont décidé de forcer la porte de la cantine qui était fermée et se gaver comme bon leur semblait. Lorsque cela se produisait, Mario Sepulveda n'était pas présent dans la zone, mais quand il est revenu et qu'il a appris ce qui s'était passé, le ton est vite monté. Mario a littéralement engueulé les mineurs en tort, leur rappelant qu'ils resteront piégés sous terre pendant un bon moment et que consommer la seule ration dont ils disposaient était une chose vraiment irresponsable. Les mineurs commencent à fixer le sol et comprendre leur énorme bêtise. À ce moment-là, Mario va un peu plus monter dans l'estime de certains mineurs et ils décident tous de lui confier la tâche importante de rationner le reste de la nourriture. C'est à lui à partir de maintenant qui va décider du repas que recevra chacun en petite quantité pour survivre le plus longtemps possible en attendant les secours. Petit à petit, l'organisation dans la mine va migrer vers une approche qui est plus démocratique. Ça veut dire qu'il n'y a plus réellement de leader en tant que tel, mais plutôt une division du travail et un rôle pour chaque individu. Chacun est responsable de faire une action en particulier qui va bénéficier au groupe. Par exemple, il y avait un certain José Enriquez qui était le pasteur du groupe. Il organisait des sessions où chacun pouvait se confier ou se confesser. Il était en quelque sorte le guide spirituel ou religieux.
Les mineurs avaient aussi un moment pour discuter des problèmes internes et ainsi les résoudre de manière posée et pacifique. À ce stade-là, les choses commençaient à se stabiliser un peu. Les leaders vont disparaître au profit d'une auto-organisation avec une hiérarchie plutôt plate. Tout le monde sera au même niveau, mais malheureusement, ça ne va pas rester comme ça très longtemps. Alors, de l'autre côté de la pierre, évidemment, les choses s'emballent. Les familles des mineurs apprennent rapidement ce qui s'est passé à la mine et tout le monde converge rapidement là-bas. Les familles vont rester sur place dans des campements qui vont se créer en laissant complètement leur vie de côté. Ces campements vont devenir un vrai foyer. Il y a même une école qui va se former sur place pour les enfants qui étaient présents et une cantine qui va servir à manger. Le gouvernement appuie ces familles sur place avec le meilleur soutien possible. Mais la seule chose qui importe à toutes ces personnes, c'est de voir leur mari, leur père, leurs frères, leurs cousins, leurs enfants sortir de cette mine en vie et le plus vite possible. La pression que ces familles vont exercer sur le gouvernement aura un fort impact sur les décisions et les opérations. Mais avant cela, au tout début, évidemment, c'était la pagaille. Les familles sont dans le flou, n'ont pas beaucoup d'informations sur la situation et surtout le gouvernement n'est pas tout de suite présent. Ils finiront par se présenter 2 jours après, dans la nuit du 6 au 7 août 2010. Le représentant va être le ministre de l'exploitation minière lui-même, un homme au nom de Lawrence Goldborn. Lorsqu'il arrive, il voit les familles entassées, démoralisées, sur les nerfs. Il n'a lui-même pas plus d'informations et il faut savoir qu'à ce moment-là, les experts sur place étaient très pessimistes quant à la survie des mineurs. On les présumait morts et même dans le cas où ils avaient miraculeusement réussi à survivre, ils ne tiendraient pas assez longtemps de toute façon avant qu'on puisse les secourir. Goldborn va prendre la parole pour s'adresser aux familles, à peu d'espoir à leur livrer. Et sous le regard inquiet, dévasté et pesant qu'il voit en face de lui, il va littéralement craquer et se mettre à pleurer devant tout le monde. Il est ému et vite dépassé par les événements, mais va tout mettre en œuvre pour trouver une solution et sauver les mineurs, même si la situation semblait désespérée. Au niveau du gouvernement, il va y avoir beaucoup de tergiversations sur la stratégie pour gérer cette crise. Est-ce qu'il fallait communiquer dessus? Est-ce qu'il fallait intervenir? Est-ce qu'il fallait déployer des moyens colossaux, sachant que si les mineurs n'avaient pas survécu, ce qui était hautement plus probable, ces ressources auraient été gaspillées? Est-ce qu'il fallait juste essayer d'étouffer cette histoire? Bref, leur position n'était pas très claire sur les actions à prendre par rapport à cet événement-là au départ. Ils ont finalement décidé de prendre les choses en main et se sont rendus sur les lieux. Il y avait en plus de Lawrence Goldborn, le représentant officiel, un certain Christian Barra, qui travaille dans le ministère de l'Intérieur et qui est aussi venu aider dans l'organisation. Un ingénieur a été recruté donc pour piloter les opérations de sauvetage, un certain André Sougaré. C'est quelqu'un de pointu et doué dans son domaine et c'est lui qui va piloter les actions de sauvetage tout le long de l'événement. Ils vont essayer plusieurs méthodes afin de pouvoir au moins rentrer en contact avec les mineurs, confirmer qu'ils étaient bien vivants. Plusieurs travaux de forage vont être entrepris. La raison à cela était que la localisation exacte des mineurs n'était pas connue, mais aussi il pouvait y avoir des déviations de la foreuse, faisant que la cible initiale n'était pas atteinte. Malheureusement, ça va beaucoup les retarder et pendant ce temps-là, quelques autres méthodes désespérées avaient été explorées, comme le recours à des voyants pour savoir s'il y avait des survivants ou si les travaux qui étaient entrepris allaient aboutir.